C'est parti. La transhumance, une histoire ancienne. Au commencement, étaient des marins anonymes qui sillonnaient déjà la Méditerranée 5000 ans avant l'arrivée des Phocéens à Marseille au VIe siècle avant notre ère. C'est à eux que l'on doit l'introduction des principaux animaux domestiques, moutons, chèvres, petits bœufs, porcs, ainsi que les plantes cultivées, blé, orge, fèves, lentilles, etc. Ainsi commence l'aventure qui va conduire l'homme et les bêtes vers la transhumance. Pendant la préhistoire, dans les plaines de Basse-Provence et d'ailleurs, avant que l'homme ne devienne sédentaire, les troupeaux sauvages suivaient la piste des herbages les plus abondants. Guidés par leur instinct, ils transhumaient vers les pâturages d'altitude. Au fil des millénaires, suivant naturellement les traces de leurs ancêtres, ils imprimèrent leurs marques. Les chemins étaient nés avant que l'homme ne prenne les choses en main par nécessité. Il accompagnera lui-même les bêtes sur des chemins élargis, bornés sur des parcours organisés. Au néolithique, 6000 ans avant notre ère, l'habitat est constitué d'abris naturels, grottes, abris sous roches, la fonte aux pigeons à Châteauneuf, les Martigues, et bien sûr, celle qui est encore plus connue pour nous les Varois, la Fontbrégois, Salerne, Cher, Jean Courtin, mais également en plein air. Fonte aux pigeons. Cette époque voit le passage de l'homme de l'état de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. Ainsi, ce changement de situation va le mettre à la merci des aléas du climat, des dégâts causés par la faune sauvage et des maladies du troupeau, sans compter sur le vol du bétail par des groupes voisins. À partir de là, l'économie du site est essentiellement agricole, culture et élevage domestique. L'élevage est alors axé sur la production de la viande et du lait avec en prime la peau et la laine. La tradition méditerranéenne a toujours privilégié l'élevage des ovins et des caprins au détriment des bovins et des porcins. La vallée des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes, située à plus de 2500 mètres d'altitude, est-elle le lieu de transhumance le plus ancien connu à ce jour. En 1462, Pierre de Montfort, venant de Touraine, égaré dans le chaos rocheux du Mercantour, découvre des cygnes cornus, 16 toits bien infernales avec 1000 démons et figures de diables taillées en roche. Mais que venait-il faire si loin de son pays? Mystère. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'un historien niçois, Pietro Gioffredo, s'empare d'informations recueillies auprès de bergers de la région et fait une description précise. Toutefois, ce n'est qu'à partir de 1888 que le botaniste anglais Clarence Bicknell va consacrer le restant de sa vie, à l'étude de la flore et surtout des gravures rupestres du mont Bego. Viennent ensuite Barosselli, Conti, Louis, Isetti, puis le paléontologue Henri de Lemblay qui date de façon scientifique les gravures de 1500 à 1500 avant notre ère. Environ 100 000 gravures sont recensées, dont la moitié représente des animaux sous forme de figures cornues. Alors on peut se poser des questions, qui, pourquoi, comment?
Les réponses les plus fréquentes à ces questions permettent de penser que leurs auteurs étaient des bergers. Ils montaient à l'alpage, l'âge de bronze ayant connu des périodes de sécheresse sévères, justifierait le déplacement des troupeaux à la montagne. Toutefois, ils ne pouvaient y rester longtemps car cette zone est encore ensevelie sous la neige environ 9 mois de l'année. Ces hommes étaient-ils nos anciens, nos lointains ancêtres, les Ligures? Question. Quant à l'autre question, comment ces gravures ont été réalisées? Eh bien, par percussion, à la pierre d'abord, avec un objet en métal par la suite. Cette première transhumance était-elle alors placée sous la protection de cette montagne redoutable et adorée, le mont Bégo? Peut-être. Et bien sûr, nous arrivons à l'occupation romaine. La bergerie de Négreyron-Négresse, située dans la plaine de la Croix d'Arles, a été occupée du 1er siècle avant notre ère jusqu'à 250 de notre ère. Les vestiges du bâtiment, construit en galets de rivière, donnent une superficie de 300 mètres carrés avec un enclos attenant. J'ai pas manqué l'occasion de chercher et de trouver une bergerie qui est utilisée aujourd'hui encore. Et il suffit simplement de faire la comparaison pour se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis cette période. Il est important de souligner que les vétérans de la 6e Légion romaine étaient originaires d'Ombrie et d'Étrurie en Italie centrale, là où justement la transhumance était pratiquée. Ces colons d'Arles ont importé avec leur race de moutons, d'ailleurs, les méthodes d'élevage de leur pays d'origine. La loi agraire de 111 avant notre ère accorde la gratuité de circulation sur les brailles, les sentiers, et du règlement des taxes sur le bétail. Des questeurs étaient chargés de la levée de l'impôt, de la police de la transhumance et de la sécurité des voies de circulation. Dans le sud de l'Italie, la transhumance était encadrée et organisée. La plaine de la Croix couvre 55 000 hectares. Sur les 10 000 hectares préservés aujourd'hui, 79 grandes bergeries ont été recensées. Après études et analyses, on peut logiquement conclure que les 2 bergeries de Négreyron-Négresse pouvaient abriter entre 700 et 900 brebis. À partir de cette hypothèse, le cheptel total de la plaine de la Croix devait avoisiner les 100 000 ovins. Le mobilier archéologique aujourd'hui permet d'affirmer une réoccupation de ces lieux de la deuxième moitié du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Au Moyen Âge, les petits troupeaux de 200 à 300 têtes passent l'été en Camargue ou sur les bords du Rhône. Dans cette même période, la transhumance inverse arrive et pratiquée par les montagnards venus chercher l'hiver des terrains, landes, qu'on appelle en provençal pastoubles, des bois, des terres gastes, terres abandonnées, susceptibles de nourrir leurs troupeaux. Le retour vers leur montagne d'origine se fera au printemps, quand les pâturages auront retrouvé leur plénitude. Ce n'est qu'à partir du
du XIIIe siècle que la transhumance du bas pays vers les pâturages de montagne reprit avec la mise en place d'un système provençal cohérent et mieux organisé. Entrepreneur en transhumance, le noble Noé de Barras nous a laissé un document d'une valeur exceptionnelle que je vous présente ici et que bien sûr j'ai dans ma bibliothèque, même si j'ai pas réussi à lire grand chose là-dedans. Donc, Noé de Barras présente ce document et son carnet de comptes qui a été retrouvé 5 siècles plus tard. Il était perdu. Nous indique qu'en ce mois de juin 1480, bon, il y a peut-être des gens parmi vous qui arrivent à décrypter, hein, pas parce que moi j'ai pas réussi que personne pourrait le faire. Et l'entrepreneur prépare la montée aux alpages d'une quinzaine de troupeaux représentant 34 000 bêtes. Du pays d'Aix au confluent de la Durance et de l'Ubaye par 3 itinéraires différents. Il prend en charge la montée de cette marée moutonnière vers les alpages, égayée toutefois par le son des clochettes. Il n'est pas berger lui-même, mais assure la fonction, un terme à la mode aujourd'hui, de prestataire de services spécialisés en transhumance. Ce document, à lui seul, a une histoire. Oublié dans les archives familiales pendant cette longue période, 5 siècles, a été traduit du vieux provençal par Jean-Yves Royer, qui est connu notamment aux éditions... j'ai perdu le fil. Aux éditions... Non, c'est pas... Alpes de Lumière, oui, excusez-moi, mais bon, ça nous entend. Donc, Jean-Noël Royer récupère ce document qui constitue une mine d'informations et permet de mesurer combien la transhumance, en cette fin du Moyen-Âge provençal, est déjà structurée suivant un organigramme, encore un mot qui ne devait pas être utilisé à cette époque. Digne des temps modernes, rien n'est laissé au hasard. Mise en place d'un maillage de correspondants afin de faciliter l'organisation d'ensemble, grâce à un réseau de connaissances au plus près du terrain, cousinage, amis, alliés intéressés directement aux affaires, établissement précis des itinéraires, négociation des droits de passage avec les différents propriétaires concernés, prise en charge sur le parcours, lieu et date, des différents troupeaux, nombre de bêtes, des bergers et des chiens, ainsi que des lieux de dépose. Organisation des étapes de nuit, là c'est pas triste, hein. Règlement de nombreux conflits d'usage entre les différents protagonistes. Malgré la surveillance des bergers et des chiens, les troupeaux causaient des dégâts aux cultures sur le parcours. Les estimadors communaux, les experts communaux, évaluaient les pertes occasionnées. Ils percevaient en argent leur commission. Suivant l'issue de l'expertise, si favorable pour la victime, ils recevaient les étrennes, 6 douzaines d'œufs. Pratique de la location de pâturage pour les sous-louer ensuite aux propriétaires des troupeaux. Là aussi, il fallait avoir de l'imagination. Enfin, une comptabilité précise de toutes les activités tenues au jour le jour. Les frais de bas indiquent par exemple les dépenses tant pour les chevaux que pour les ânes et autres accessoires nécessaires. Bas, sonnailles, sangles, bissac, collier de chien anti-loup que vous avez là, lanterne, couffin pour porter les jeunes agneaux, huile de cadre indispensable pour soigner les bêtes, de la poix, des vases à traire, des faisselles,
des capes pour les bergers. Vous vous rendez compte, ils étaient même vêtus gratuitement, ces braves bergers. Ben, rien n'a été oublié. Le versement d'acompte au moment de l'accord est souvent de règle. La taxe de passage pour les agneaux était réduite de moitié. Ben, c'était normal. Par contre, il y a toujours la contrepartie. Le parquage de nuit donnait lieu à un supplément de droit. Vous voyez qu'on lâche d'une main ce qu'on reprend de l'autre. En 1450, le cheptel ovin de la commune d'Arles est de 70 000 bêtes. Si l'on rajoute le cheptel de Salon, Istres et Fos, eh bien, on se retrouve, comme à l'époque romaine, au chiffre de 100 000 bêtes, 100 000 ovins. Alors, tout ce trafic, toute cette circulation, eh bien, à un moment donné, aujourd'hui en particulier, il va falloir rédiger un code de la route, parce que vous le savez, bien, les bêtes vont circuler aussi sur les routes goudronnées, pas sur les autoroutes, bien sûr, et encore que ça faciliterait les choses pour les bergers. Donc, des règles strictes devait être respectées sur le parcours de la transhumance. En effet, les chemins appelés carrères étaient ponctués de marques, de termes, de cairns, de Montjoy. Le Montjoy, c'est le terme plutôt utilisé dans la Haute-Provence, on va dire, que les communes mettaient en place pour délimiter matériellement les couloirs où devaient passer les troupeaux. Bien entendu, le parcours devait être équipé de points d'eau. Il y avait des rivières, des sources, des sambles. Les sambles, ce sont des trous naturels qui conservent les eaux de pluie, souvent pendant de longues périodes, des puits ou, à défaut d'abreuvoirs, fournis par les communes ou les propriétaires. Voilà, vous ici, vous avez, c'est la carrère la mieux conservée que je connaisse, et pourtant j'en ai parcouru un peu des chemins du centre et du Haut-Var, donc celle de Cabasse. La grande carrère qui traverse la plaine de la Crau suit la voie aurélienne d'Aix à Tarascon. L'ancienne voie romaine est bordée de part et d'autre d'une bande de 35 mètres de largeur, ponctuée de montjoie, donc de bornes. Ce repérage n'a pu être effectué qu'en 1983 grâce à l'archéologue aérien Louis Monguilan. Au chapitre des déplacements de la transhumance, en plus des dégradations occasionnées aux cultures, il faut rajouter les perturbations provoquées sur les routes. De nombreuses réclamations sont formulées en 1860 déjà, période de construction de voies de communication modernes. La transhumance sous sévère surveillance. 16e et 17e siècle, l'élevage semble être en régression. Et pour cause. Les bergers et leurs troupeaux sont accusés de destruction de la forêt. Les brebis broutées les jeunes repoussent, coupées par d'autres exploitants de la forêt. Il ne faut pas oublier que pendant cette période, le développement de l'industrie des collines. Alors, j'ai perdu quelque chose. Donc, les charbonnières en particulier, et donc les fours à chaud, les fours à plâtre, verreries, les faïenceries et surtout, pour ce qui nous concerne, le Var, pour la construction navale,
avec le développement de l'arsenal de Toulon, charpenterie, production de la poix, ont conduit dans cette période à la déforestation d'une partie de la Provence. De nos jours, la situation a changé. La transhumance a une action de préservation et de protection de l'environnement, du milieu montagnard, menacé par l'exode rural au profit des activités de loisirs, ski et randonnée pédestre. Quant à la forêt du littoral méditerranéen, la présence de troupeaux pendant la période hivernale constitue une bonne façon de lutter contre les incendies. Je dirais simplement que je suis un peu réservé sur le sujet, après, en constatant depuis de très très nombreuses années le manque d'efficacité. En particulier, vous connaissez sûrement la montagne de la Loube, où on voit des vaches depuis plus de 30 ans. Toutefois, la transhumance telle qu'elle est pratiquée en Provence, même si elle paraît archaïque, hors du temps et décalée par rapport à l'élevage intensif et industriel, est toujours d'actualité. Non seulement son impact sur l'environnement est important, en réduisant les risques d'avalanche, mais elle valorise l'image des stations, donnant quelquefois l'impression de véritables décors de cartes postales. Elle indique aussi le retour du printemps. Dans les années 1970, les experts économistes agricoles prévoyaient que ce système ne résisterait pas au processus de désertification en place dans l'agriculture. Eh bien, ils n'ont pas de chance, c'est raté. La route à pied a été interdite au départ des Bouches-du-Rhône depuis 1974. Et là, vous comprenez quand même facilement les raisons. Les troupeaux sont très, très importants, avec la plaine de l'Accro et de la Camargue, et les circulations automobiles, le TGV, enfin, tout a concouru pour que la transhumance à pied ne puisse plus se faire au départ, donc, du département de Vaucluse. Par contre, les autres départements, le Var et les Alpes-Maritimes continuent, et l'Alpe de Haute-Provence aussi, bien sûr, continuent à faire la transhumance à pied. Je vous en parlerai un peu à la fin. Donc, la transhumance ignore les frontières. Les points de départ en Provence conduisent hommes et bêtes vers les différentes vallées alpines, Briançonnais, Dauphiné, Savoie ou encore italienne, de Piémont, puisqu'on va jusque là-haut. Et Piémont. Excusez-moi, j'ai tourné trop de pages en même temps. Quel que soit le mode de déplacement, à pied ou en camion. Alors, je vous laisse quand même un peu le temps de regarder ces va-et-vient là, de transhumance. En noir, ce sont la transhumance inversée, comme on l'appelle, c'est-à-dire les montagnards descendent de chez nous pendant l'hiver, bien sûr. Alors après, toutes ces flèches vous donnent tout simplement les lieux de départ et d'arrivée de ces transhumances qui sont pas toujours extrêmement longues. Bon, il y a que l'Accro, mais là, la transhumance se fait en camion, donc ça ne pose pas de problème majeur pour le troupeau. Par contre, vous voyez dans les flèches orangées, eh bien, c'est une transhumance qui se fait sur de tout petits parcours et de petites montagnes à une autre, notamment dans le Vercors, dans le Queyras aussi. L'altitude varie de façon assez intéressante pour pouvoir se satisfaire de rester au pays. Et le Mercantour, bien sûr, pays que je connais particulièrement bien. Je connais les troupeaux, les bergers et surtout les bergères. Mais bon, je dis ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une majorité de femmes jeunes, même certaines très jeunes, qui se sont lancées dans le métier. Voilà, donc il n'y a pas de
d'idées particulières à préciser. Donc, quel que soit le mode de déplacement à pied ou en camion, l'arrivée à Alpage est prévue vers le 24 juin. Même avant, on respectait cette date de la Saint-Jean d'été. Pour un retour dans les bergeries de Basse-Provence, en principe à la Saint-Michel, le 24 septembre. La tradition provençale, vous voyez jusqu'où on poussait la tradition, voulait que les baux de location, quels qu'ils soient, une maison, un terrain pour amener son troupeau, se terminent ce jour-là de la Saint-Michel, et l'expression Faire San Micheo signifie simplement qu'on allait déménager, qu'on allait changer de lieu. Et les baux ne se faisaient que de cette date, à partir de cette date, jusqu'à un an après à la veille. Voilà, donc quand vous déménagerez un jour, bon, vous êtes bien à Sanarre. Oh non, hier j'ai écouté, c'en est une autre. Voilà, donc on va aborder, là vous avez quelques chiffres, bon, on peut pas vivre sans chiffres, vous voyez, même en 1815, le fameux préfet Villeneuve-Bargemont qui s'est rendu célèbre en particulier pour le travail de fond, notamment établir des statistiques. Alors en fait, on retrouve le travail qu'il a fait, Bargemont, ça vous parle, c'est chez nous ça, et il a fait du travail sur les Bouches-du-Rhône et sur le Var, qui étaient intimement liés. Vous voyez, ça fait quand même un peu réfléchir, hein. Il y avait dans les Bouches-du-Rhône, enfin tout confondu, 140 000 moutons, 80 000 chèvres, 50 000 porcs sont évalués à 10 millions de francs or. Si vous avez la calculette, vous donnerez le résultat tout à l'heure. Voilà, donc descente du camion. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc on va voir rapidement les différents systèmes de gestion de troupeaux actuellement en service, on va dire, en Provence. Et on ne sort pas de la Provence dans tout ce que je vous raconte. Plusieurs systèmes d'élevage donc existent aujourd'hui, conduisant dans tous les cas à une transhumance d'été. Le système le plus simple, on va dire, s'appelle le système herbacier. L'éleveur ne possède que son troupeau. Bon, alors celui-là, hein, il loue des places, des terres, des prés, toute l'année. Le territoire varois est essentiellement composé d'espaces boisés, hein, vous connaissez votre département, la forêt des Morts, de l'Estérel, de vignes, de rastoubles. Rastoubles, c'est ce qui reste, c'est le chaume en français. Après les moissons, dans le Var intérieur et le nord du département. C'est la dernière région de transhumance à pied est encore possible compte tenu de la proximité des alpages. La route se fait par Canjuer, Castellane, Saint-André-les-Alpes, vers l'Ubaye et le Haut-Verdon. Ce système qui présente quand même des avantages, souplesse et mobilité, facilite l'installation de jeunes bergers. Ça peut paraître un peu paradoxal puisqu'il n'a que son troupeau, mais il a une facilité de manœuvre qui lui permettent justement de s'installer avec pas grand-chose. Ben, quelquefois, on démarre avec 30 brebis. Hein. Alors, faut pas qu'il y ait le loup qui traîne dans le quartier. Voilà. Le deuxième système grand transhumant sédentarisé. Alors moi, je les appelle les sénateurs de la transhumance. L'éleveur des Bouches-du-Rhône, des plaines de la Crau et de Camargue. Il est sédentaire, car il a une autre activité agricole. En général, un peu de maraîchage, mais surtout le foin de Crau, qui est recherché pour ses qualités nutritives. Tous les grands cracks, les chevaux, je parle, qui courent là-haut à Paris, là, tous les grands prix,
qu'est-ce qu'il y a comme Grand Prix déjà? Dans voilà, tous les cracks, mais pas que les Parisiens, hein, parce qu'on en a aussi, mais on n'a pas que des canassons en Provence. Et donc, achète à prix d'or le foin de Cros, qui est recherché pour ses qualités nutritives, je vous l'ai dit, et qui aujourd'hui est classé AOC. Donc, vous voyez qu'on leur donne pas n'importe quoi. Cette méthode lui permet donc à ce sénateur d'être économiquement autonome. Pour la transhumance d'été, il aura le choix entre embaucher un berger soit l'année, soit juste pour la période de transhumance, et il mettra son troupeau en pension à la montagne chez un autre éleveur. Là, celui-là, c'est tout bénin. Et le système suivant, système préalpin. Alors, vous avez vu sur la carte, hein, système préalpin, on va quand même, elle est là. Donc, système préalpin, eh bien, on va transhumer autour de Sisteron, par exemple, dans le Luberon, autour de Digne. Donc, où là, on va retrouver un peu toutes les altitudes nécessaires pour changer d'endroit quelquefois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc, ces préalpins, il est là. Non, ça c'est... Alors, la courbe, il est un peu tard dans le discours, mais vous voyez que comme ça, là, on se dit, mais à part les pierres, qu'est-ce qui peut bien pousser? Écoutez, il pousse du foin de qualité supérieure. Donc, le système préalpin est pratiqué par les éleveurs du Haut-Var, des Préalpes, Castellane, Digne, Sisteron, Forcalquier, du Diois, des Baronnies, de la vallée du Buèche. Ces agriculteurs possèdent des petits troupeaux de 300 à 500 têtes maximum. Ils produisent eux-mêmes leurs propres céréales et leur foin pour l'hivernage. Et en plus, ce sont des gens que, quelquefois, on retrouve sur nos marchés, le samedi en particulier, et ils vendent donc leurs fruits, leur miel et leurs pommes de terre. Voilà. Donc, ces gens-là ont un système très bien organisé. Ils vivent, on va pas dire largement, mais honorablement du fruit de leur travail. Et là, on arrive au système, pareil, très particulier, système de haute montagne. Les éleveurs des hautes vallées, Tinée, Vésubie, Roya, Verdon, Humaille, Queyras, Briançonnet, sont contraints à un hivernage de plus de 6 mois et en principe sont propriétaires d'escabois. Alors, escabois, c'est le mot provençal qui signifie troupeau, petit troupeau. L'escabois ne dépasse pas 200 bédigues. Les bédigues, ce sont les brebis, en provençal toujours. Les réserves fourragères d'hiver sont récoltées sur place, donc l'été, dans les prés appartenant souvent à des anciens du pays qui sont partis travailler en ville, entre guillemets. C'est moi qui le mets entre guillemets. Les alpages communaux sont souvent gratuits. Les troupeaux sous la surveillance d'un seul berger communal, donc payé par la commune. Vous voyez que là aussi, il y a quand même pas mal d'avantages. Et en plus, l'hiver, les activités liées à la pratique des sports de neige permettent aux gens du pays, aux jeunes en particulier, de compléter leurs revenus. Les grands transhumants prennent les petits troupeaux du pays en pension. Alors, cela, c'est les malins, hein, c'est les sénateurs, ça. Ils prennent en pension les petits troupeaux du pays contre la gratuité de l'estive, la gratuité de l'herbe. Ouais, là, le tour est joué et finalement, c'est quasiment tout gratos, comme ils disent. Bon, là, vous vous reconnaissez pour ceux qui ont cheminé sur les crêtes de Lure. Alors, bon, ça, c'est incontournable. Malheureusement, ces bâtiments, les jasent des terres de Rousse, classés monuments historiques, restaurés dans les années 1990. Eh bien, aujourd'hui, l'accès est interdit.
les propriétaires, là, ils sont quelques-uns qui ont quelques centaines d'hectares et même plus, ne veulent plus voir personne, surtout pas les randonneurs, et encore moins les chercheurs de champignons, parce que je peux vous dire par expérience que ça pullulait à l'époque où on pouvait y aller. Voilà, donc c'est dommage. Là aussi, ça fait partie de notre patrimoine qu'on ne peut plus visiter. Alors, j'ai voulu quand même faire une parenthèse et sur un peu les bergers, qu'est-ce qu'ils font, ouais, est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils écoutent, regardent la tablette, est-ce qu'ils ont une télé portable? Non, à cette époque-là. Et il y en a un, le berger Albert. Alors, il s'était appelé lui-même Albert parce qu'il avait, son nom était d'origine italienne. Alors, ça marquait mal. Donc, il s'est baptisé Albert et il a laissé dans bon nombre de cabanes de pierres sèches qui se trouvent sur la montagne de Lure et le Ventoux, pas mal d'inscriptions, notamment lorsqu'il avait une petite relation coquinette avec la femme du patron. Il devait prendre un plaisir pas possible. Mais là, alors j'ai repassé un peu, j'ai surligné parce qu'on n'arrivait plus très bien à lire. Je vote contre l'imbécile qui a inventé le travail. Elle est pas belle, cette devise. Voilà. Donc, mais il y a un bouquin qui a été écrit, que j'ai d'ailleurs, et c'est magnifique. Et des déclarations d'amour. Je pense que nos artistes de cinéma, entre autres, ou de théâtre aujourd'hui, ils lui arrivent pas à la cheville. Hein, c'est pas possible. Alors, on a un exemple unique, et ça, je l'ai récupéré au cours d'une conférence. J'étais pas loin, hein, j'étais à la Brigue, dans la vallée de la Roya, et parmi les auditeurs, une dame originaire de Péonne m'a dit, j'ai un document, elle avait dû être élue, cette dame, j'ai un document unique. Or, sans s'étendre dessus, vous voyez qu'à l'intérieur de la commune, on va pratiquer les 4 transhumances possibles. Hiver, printemps, été, automne. Voilà. Donc, alors, elle m'a donné aussi la copie d'une lettre qui a été écrite un peu 1675 devant le notaire, et le berger a mené le troupeau communal de la petite commune barroise de Brasse. Bon, j'ai pas pu décrypter. Il y avait des mots qui étaient vraiment trop illisibles. Ouais, vous voyez la transhumance, déjà ce que ça mettait en œuvre, bien sûr le comte de Beuil-Péonne, hein, c'était pas n'importe qui, ce brave homme. Mais des documents, il en existe, hein. Il suffit qu'il y ait des gens de bonne volonté. Alors, je vais simplement parler succinctement d'un exemple de pastoralisme qui est typiquement varois. Les moines de la Chartreuse de Montrieux, que tout le monde doit connaître, possédaient des pâturages alors à Montrieux, à Sioublanc, à Agny, Thème, le plateau de Thème, au-dessus de Puget-Ville, entre Puget-Ville et Sainte-Anastasie, Saint-Clément, dans la plaine de la Roquebroussane, au Castellet, ou encore sur le littoral de Bormes et de Hyères, où une partie du troupeau passait l'hiver. Il fait bon à Hyères l'hiver. Le troupeau de la Chartreuse grossit de celui de chaque berger, parce que chaque berger avait droit, alors je ne sais pas, sûrement limité en nombre de têtes, mais avait droit à son petit troupeau personnel qui faisait partie donc de la masse, on va dire. Grossit donc de son petit troupeau, il montait dans les Alpes par Castellane, où là aussi, la Chartreuse possédait des pâturages, donc le voyage durait 1 mois. En 1690, c'est pas mieux, hein, le cheptel Auvin-Caprin,
quand je parle de cheptel, c'est toujours les deux, hein, les brebis et les chèvres. Hein. Oh, c'est indissociable. Était de 5500 têtes réparties sur 7 fermes dans un rayon de 6 kilomètres autour de la Chartreuse de Montreuil. Alors, si bon, vous connaissez un peu le terrain là pour y faire des randonnées, vous prenez la carte au 25 millième, hein, vous tracez au départ de la Chartreuse un cercle représentant 6 kilomètres et vous verrez que ça fait pas baiser et 5500 têtes. Alors, c'est ferme. Eh bien, on a l'alimat, chou blanc, la verguigne, les molles, romanil, croque-figue aujourd'hui devenu tristement célèbre par sa carrière. Jusqu'au XXe siècle, les troupeaux signois de la commune passaient l'été sur le massif d'Agnes, qui est juste au-dessus, qui est situé entre 700 et 850 mètres d'altitude. Vous voyez, on n'allait pas chercher loin. Hein. De nos jours, ne subsiste qu'un petit troupeau. Ah, je vais vous les faire voir, ces bergeries. Chou blanc. Voilà, après, on va venir à la famille. De nos jours, ne subsiste qu'un petit troupeau qui permet de maintenir le souvenir d'une activité économique qui a fait la richesse de cette commune. Aujourd'hui, c'est la zone industrielle de Signes, du plateau, avec tout ce que ça a entraîné, l'usine de goudron, la carrière de croque-figue, etc., etc. Alors, on va faire un peu une revue de l'effectif, du personnel, parce que ces bêtes-là, c'est pas qu'on les méprise, mais bon, on les ignore un peu. Ce qui est important, c'est que quand le morceau qui est dans l'assiette, il soit tendre et parfumé, mais pourtant, ils ont une vie avant ça. Actuellement, la race Mérinos d'Arles, c'est celui-là, là, le beau, tout frisé. C'est celui, en fait, c'est celui que les Romains nous ont amené. Bon, entre-temps, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Elle a été sélectionnée et développée, excusez du peu, par la ferme royale de Rambouillet sous le règne de Louis XVI. La Mérinos remplaça par croisement la race locale d'Arles au début du XIXe siècle. Alors ça, là, on va parler un peu au passé. Sa laine était très recherchée par les cardeurs, les tisseurs et les fabricants de matelas. Aujourd'hui, concurrencée par les matières synthétiques, elle a perdu une grande partie de sa valeur. Par contre, les races locales, telles que la mouresse rousse, que vous voyez là, pas trop jolie, elle ne gagnera pas le concours de beauté, mais enfin, elle a des qualités. Donc, Mouresse rousse, c'est celle qui est dans la zone de Péonne. Hein, Péonne, c'est le village où on fait la transhumance sans sortir du territoire de la commune. Et surtout, ma préférée, vous l'avez compris déjà depuis un moment, c'est la brebis brigasque. Celle-là, vous allez voir un gros plan, qui est très particulière. Et ensuite, alors celle-là, elle est vraiment commune, on pourrait presque dire banale, c'est pas gentil, mais la préhalte. Alors, quand on présente les acteurs de la transhumance, il va de soi qu'on va présenter aussi les gardiens de la Révolution. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est effectivement la Révolution. Le patou. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le patou ne vient même pas parcourir, faire le trajet du point de départ à l'arrivée à la montagne. Lui, on va l'amener, le seigneur, on va l'amener en voiture jusqu'au point de départ de la montagne. Vous voyez, d'ailleurs, on voit bien un peu ce regard-là, méprisant, c'est moi le chef. Par contre, alors, les terribles, mais alors ils sont terribles à tous les sens du terme. Les bergers des Pyrénées, on en voudrait tous les jours.
Bon, après, en ville, c'est un peu différent. Voilà, regardez cette brebis brigasque dans toute sa splendeur. C'était il y a 3 ans à la fête des bergers à la Brigue, à laquelle je participe régulièrement. Je produis l'huile de cade dans la rue. Et bien sûr, elles sont adorables. Elles ont une laine particulièrement riche. D'ailleurs, le chapeau que j'avais en arrivant, mais ils viennent de là. Donc, je connais même la brebis qui a fourni. Voilà, elles ont cette particularité. Hein. Elles sont très résistantes au froid, à la sécheresse. Voilà, elles ont vraiment énormément de qualité. S'il n'y avait pas les brigasques ou la rousse, ces villages, Péonne, la Brigue, Tende, Saint-Dalmas, il y a belle lurette, il n'y avait plus une brebis. Alors, oui, en fait, le personnage le plus important pour le berger, c'est son adjoint. Alors, celui-là, je le connais, hein, il est dans la forêt des Maurières, le berger Jean-Claude P. et son lieutenant, comme par hasard, il a appelé touriste. Voilà, donc aujourd'hui, bon, c'est un peu dommage, on les dévalorise parce que c'est devenu un chien de compagnie. Hein, on voit beaucoup de promeneurs avec leurs chiens, leurs borders, et c'est un peu comme les chiens de traîneau, ils ont rien à faire dans les villes et encore moins chez nous, là, sur le bord de mer. Voilà. Mais au travail, ce sont les rois. Alors, je vous ai parlé de l'huile de cade, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis devenu le producteur, le dernier producteur voilà, d'huile de cade, mais en quantité vraiment réduite. Un jour, je pourrais vous faire une démonstration. Ouais. Bon, pas très loin, dans la colline. Alors, pas dans le four en pierre, hein, à la marmite. Hein. Un petit modèle réduit. Oui. Alors, vous voyez, pas loin d'ici, ben, j'y étais dimanche dernier à Gémenos, à Saint-Jean-de-Garguier. Il y a une belle promenade, vallon du Seigneur, ou sur un abri sous roche. Mais vous voyez, le dimanche, il fallait aussi qu'il passe là. Celui-là, c'était un poète. Hein. Bien des fois, un garçon du nom de Henri Toulon a parcouru ses vallées et ses monts en gardant ses moutons. Dimanche 28 février 1909, eh bien, on sait que ce jour-là, il n'était pas au stade Vélodrome en train de regarder l'OM. Il joue au ballon. Ça, c'est... Et il a bien fait d'être là. Voilà, donc je vous ai dit à peu près tout ce qui était intéressant dans l'organisation, les parcours, enfin les différentes étapes d'une transhumance classique qui s'effectue toujours à pied. Et je vais terminer en vous racontant un peu ma propre expérience, puisque pour parler de certaines choses, si on l'a pas vécu, on ne peut pas le faire ou on le fait mal. On fait des randos. Et oui, ça fait une belle randonnée de 7 jours. De la colline, c'était lui. Voilà. Et donc, de la gare de Fresnay à Allons, je vous ai fait une belle carte, plus belle que l'IGN. Hein. Voilà, à Allons, c'est derrière Anote. Donc, c'est vraiment un cul-de-sac. Et donc, cette transhumance a duré du 16 au 24 juin. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein, puisque ça ne représente que 150 kilomètres parcourus allez, on va faire simple, 7 jours. Ouais, ça fait pas une grosse moyenne. Étant bien entendu que les brebis ne sont pas de grandes marcheuses. Il faut à intervalles réguliers, des moments de repos. Ça boit pas beaucoup, une brebis, donc on peut rester plus de 24 heures sans les faire boire, ce qui n'a pas été le cas.
Voilà. Donc, pour imager l'histoire de la transhumance, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Donc, les préparatifs seront réalisés. Je vais pas participer aux préparatifs, mais il y a quand même pas mal de boulot, notamment leur faire la beauté, hein, au menon. Là, ce sont les bêtes qui vont mener, qui vont être en tête et qui vont arriver. Oh, vous savez, les rubans et les pompons, au bout de 3-4 jours, il reste plus grand-chose. Mais enfin, c'est le départ qui est important. Donc, l'équipe est encadrée. Alors, nous partons à la gare de Fresnay avec 750 brebis de la famille Mistral. Et je vous le disais dans la première partie, on va faire du ramassage au fil des kilomètres. Bien entendu, sur les parcours routiers, il y a un véhicule équipé d'un gyrophare qui précède le troupeau et la bétaillère, la voiture balai, on peut l'appeler comme au Tour de France, qui déjà protégera la queue du troupeau et surtout permettra de récupérer les jeunes agneaux. Il y avait des agneaux qui avaient 3 jours. Alors, 3 jours, vous savez, hein, ça fait 50 mètres et puis boum, dans la voiture balai. Voilà, donc tout ça, c'est organisé. Cette voiture balai avait quand même une importance vitale pour les humains, puisque c'est la voiture balai qui porte le casse-croûte, les réserves, voilà. Alors, les acteurs, on va quand même faire les présentations. Oui, là, on a déjà pris du monde en route, on est complet, 2500. Le train, il n'y a plus de place. Ouais, là, les bébêtes, là, elles ont 7-8 jours. Alors, vous savez, 7-8 jours, ça fait pas des kilomètres, hein. Mais, contrairement à celles qui font la transhumance en camion, ça va poser un problème majeur pour les jeunes et les vieilles surtout, parce qu'on part de zéro, hein, que ce soit la gare de Fresnay ou la plaine de l'Accro, et en quelques heures, on est au pied du départ pour l'alpage, donc on est bien en particulier dans la région de Briançon, fond de Servières, où on dépose les brebis à 2100 mètres d'altitude. Et là, il va falloir que d'un coup, elles montent à 2005, 2008, et quelquefois presque 2009. Et là, celles qui ont des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de décès. Et les petits, eh ben, ils ont le même problème. Et là, il n'y a plus le véhicule pour les charger. Donc, en principe, le berger, il en met 2 sur les spignes, il en met 3 ou 4 sur les ânes, mais après, il peut pas faire mieux. Donc là aussi, quelquefois, il y a des décès parmi les agneaux. C'est bien que c'est dommage. Voilà. Alors, Gérard, ce brave jeune homme-là, c'est pas le patron, c'est le bail. Alors, ça se dit plus trop aujourd'hui, ici en Provence. Souvent, quand on parlait de quelqu'un qui est chef, responsable, on disait, bon, le bail, en français, on prononçait en français. Là, c'est le vrai chef. C'est lui qui commande et le patron, le propriétaire, Gilles Mistral, eh bien, il est souvent obligé d'en passer par ce que le bail a décidé. Et c'est lui qui mène tout, hein. Alors là, qui règle le train. Enfin, on ne discute pas les ordres du bail. Alors moi, j'avais un peu la pétoche, hein, le premier jour. J'avais peur de faire des bêtises, hein. Alors, dans l'équipe, là, les ânes, on les monte pas en voiture, on les monte, donc ils montent avec le troupeau, sauf que pendant la transhumance, ils ne font rien. Ce sont les éléments perturbateurs. Je vais y revenir, vous allez rigoler, ça c'est sûr. Voilà, donc on est à la gare de Fresnay, il est 16 heures, top départ, c'est parti. Alors, il y a une tradition, paraît-il un peu partout, dans les villages surtout,
où la famille accompagne sur la première partie du parcours et, et puis souvent aussi la population, hein, les gens qui ont plus ou moins rien d'autre à faire, vont accompagner jusqu'à la première étape, puisqu'on est parti à 16 heures, et on va s'arrêter à 19 heures. Et vous allez comprendre pourquoi il y a du monde. Là, c'est le pont sur la rivière Laye, entre l'Émaillon et le Canet des Morts. Je sais pas si vous connaissez, c'est un endroit magnifique. Donc, la buvette, hein, non, on va rester à la buvette. Et donc, on va faire la première halte vers 19 heures à Saint-Julien d'Aille. C'est un beau château, une belle bastide. Et donc, c'est là qu'on va prendre notre premier repas. Tenez-vous bien, et c'est pour ça, vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de monde. On a mangé des marcassins farcis, avec de quoi nourrir 150 personnes, même les brebis. Le vin a coulé à flot, pardon. Et lorsqu'on est allé se coucher, les bergers, eh bien, écoutez, ça n'a pas duré longtemps et j'avais mal aux cheveux. Je sais pas pourquoi, c'est transhumant, c'est comme ça. Hein. On a souvent mal aux cheveux quand on fait des haltes un peu longues. Voilà. Donc, on a cheminé, on a traversé Vidauban. Alors, il était, je sais pas quelle heure, minuit. D'un coup, un brouhaha dans la rue, tout le On avait rendez-vous avec Renard, on avait parlé. C'est sympathique. Après, on a bivouaqué. Alors, faut le dire vite, hein. Faut le dire vite. On a bivouaqué près du domaine Haute, qui est au-dessus de Taradot. Alors, ben, écoutez, il y a du bon vin chez la famille Haute, mais l'accueil, je vous dis pas, et l'accueil était, le lieu de stationnement était réservé, prévu depuis, ça faisait des années, mais bon, on n'aime pas les gens, les vagabonds, vous savez, hein, voilà. Donc, mais là aussi, alors, on fait la halte en pleine journée, la halte au repos pour tout le monde. Sauf que les humains, avec toutes ces clochettes, avec tous ces belles-mères, les petits qui appellent leur mère, vous avez compris qu'on ne dort pas. On a quand même pu prendre la douche. Au milieu du pré, eh bien, il y avait un tuyau d'arrosage avec un lavoir en béton. Voilà, donc là, on se refaisait une beauté pour certains et pour d'autres une santé. Et puis nous arrivâmes à Braguignan. Alors là, Braguignan, il est 4 heures du matin. Vous voyez un peu le spectacle, s'il est magnifique. Mais derrière nous, c'était vraiment la Bérésina. Parce que nos deux ânes, les metteurs d'embrouille, à Braguignan, en 1998, il n'y avait pas d'ordures, de bac à ordures ménagères. Chacun mettait son petit saké devant la porte. Et alors là, les ânes se sont régalés, mais régalés, hein. Ils ont tout estrassé, comme on dit. Vous avez compris, estrassé, déchiré, il y en avait de partout. Mais pas seulement. C'était déjà l'époque heureuse où on commençait à faire des giratoires avec du gazon. Vous savez qu'en Provence, on ne peut pas se passer de gazon, hein. Et surtout les géraniums, hein, au mois de juin. Voilà, donc on n'est pas retourné sur les lieux de la bataille le lendemain parce qu'il fallait continuer, mais je sais, hein, par les anciens que c'était quelque chose de pas triste et la population et la municipalité, eh bien, vivaient ces moments avec des sourires approbateurs, on va dire. Allez, voilà. Donc moi j'étais un peu devant pour faire une photo et puis après j'essayais d'empêcher les géraniums, tout ça. Puis, au bout de 10 minutes, hein, on laisse tomber. Alors par contre, une anecdote, nous, ça faisait, les humains, ça faisait 2 jours qu'on ne s'était pas lavé. Et sur les giratoires, il y avait les petits tuyaux, là, vous savez, avec l'arrosage par aspersion. Et il y en a même un qui était en slip.
je vous dirai pas lequel, il était en slip et il a fait la toilette. Vous voyez que ça, transhumance, ça mène à tout. On a emprunté le chemin, les vestiges de la voie romaine Julia Augusta, qui est encore, on va dire, à peu près en bon état, enfin à l'époque. Entre-temps, ils y ont fait un baltrap et tous ces braves gens montaient avec les 4x4 sur la voie romaine, je sais pas ce que ça a pu donner. Et nous avons fait une étape magnifique au château de la Garde. C'est entre Figanière et Château-Double et Montferrat. C'est un domaine viticole magnifique, et c'est bien. Et là, vous voyez, sous un même chêne, on a pu abriter 750 brebis. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Et ce château de la Garde était agrémenté d'un parc à la française, bon, qui était un peu à l'abandon, mais vraiment, c'était super. Alors, là, la fine équipe au repos. Ça, c'est le patron. Mais c'est pas lui qui commande. Ça, c'est le pelot. C'est lui le chef. Nos deux bergères, les pauvres, elles ont eu du boulot parce qu'elles étaient aussi chargées de faire les repas. Et puis, comme il y avait que des becs fins, là, dans cette équipe, il y avait des exigences. Voilà. Puis ça, celui-là, il travaillait à la poste à la gare de Freinet, donc c'était ses congés. C'est 10 jours de congé tous les ans. Bon, celui-là, c'était un beau garçon qui fréquentait surtout les boîtes de Saint-Tropez. Oui. Et il y a tout pour faire un monde. Et lui, c'était le deuxième adjoint au maire de Saint-Tropez, chargé de la police. Bon, il avait sur la côte, là, sur le bord de mer, des restaurants plus ou moins illicites. Mais une ambiance vraiment particulière. Là, on est ailleurs. Hein. Alors, nous arrivons à Coms. Et Coms, comme je l'indique là, est un carrefour de la transhumance, puisque les troupeaux vont partir d'un côté, là, en passant, en descendant Jabron et en remontant vers Trigance, ou bien en partant vers, qu'est-ce qu'il y a, Coms, Brenon, Lamartre, donc dans cette, voilà, tous ces petits villages qui, voilà, le logis du pain, voilà, la Roque-Esclapon, enfin, je dis on parce que je suis comme vous, je suis varois, mais c'est dommage, enfin, moi je les connais, hein. Je peux vous dire que j'y traîne mes galoches depuis plus de 50 ans, j'ai même écrit mes principaux livres d'itinéraires de randonnée dans ces secteurs. Bon. C'est vraiment, voilà. Et je fais une rencontre. Cet homme à Coms, Dominique Guipogne, dernier charbonnier professionnel du Var. On fait en fait une étape de repos où là on va rassembler les 1750 brebis des différents bergers de la zone de Coms. Donc le rassemblement se fait en bas au pont de Guen. C'est là où coule l'Artume. Et donc, on reste 24 heures nécessaires afin que les troupeaux qui vont se mélanger, vous pensez un peu aux petits, aux agneaux qui sont noyés dans cette marée humaine, qui ne retrouvent plus leur mère, qui se font la plupart du temps chasser, pas toujours tendrement, par les brebis qui sont pas leur mère. Donc, 24 heures de repos. Et j'en profite pour aller à Coms, prendre la douche au camping et aller boire une bonne bière bien fraîche au café Giordano. Et puis, quelqu'un me dit, on va te présenter un personnage hors du temps. Je fais la rencontre de Guy Pogny. On a la possibilité de se rencontrer et de parler 2 fois, 2 jours de fil. En fait, c'est lui qui m'a vacciné, pas contre le Covid, mais qui m'a vacciné pour vraiment plonger
dans le patrimoine rural et forestier que depuis j'ai passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est grâce à cet homme. Voilà, il est mort il y a 5 ans maintenant. Il avait 70, oui, il avait 90 ans. Je fais une conférence sur ce personnage. Voilà, donc après comme c'est bien, on a cheminé tranquillement, on a traversé Castellane. Alors là aussi, ça tombait un dimanche, c'est au mois de juin, et donc priorité au tourisme, au commerce, et donc on ne peut pas traverser Castellane ce jour-là. On reste dans un bois à Robion pendant 24 heures. Bon, là aussi, c'est un peu dommage qu'on soit vraiment repoussé là, au banc des mauffatans, comme on dit en provençal, des malfaiteurs. Voilà. En attendant, des paysages comme ça, même à la télé, vous les voyez pas. Pas possible. Alors, on a ensuite, bon, c'est l'épreuve de vérité. On a longé les rives du barrage de Castillon. Vous connaissez la route, bien sûr. Le barrage est en contrebas, quelquefois à 20-30 mètres, aménagé avec des glissières métalliques. Et vous savez que la brebis, c'est pire qu'un mulet ou un âne ou tout ce que vous voulez, ou un être humain aussi. Dès qu'il y a un brin d'herbe derrière la barrière de la glissière de sécurité, il est bien évident que cette herbe, ce brin d'herbe, sera meilleur que la grosse touffe qui est à ses pieds. Alors, vous voyez un peu le danger. Et donc là, on avait consigne surtout de ne pas intervenir parce que il fallait pas qu'on parte tête première dans le lac. Ça s'est bien passé. C'est particulier. On arrive à Saint-André-les-Alpes. Hein, vous voyez, donc on était content parce qu'on voyait le soleil. Bon. Et puis là aussi, des contretemps imprévisibles. Chaque troupeau, donc ça sur chaque commune, la commune plutôt, c'est où le troupeau va stationner pour faire une étape ou pour 2-3 heures de repos. Donc tout ça est très bien organisé, sauf que ce jour-là, à Saint-André, 2 heures après notre arrivée, le patron, le pelot, est avisé qu'il y a un autre troupeau important qui arrive de Moriès, donc qui vient d'une autre direction, et qui est prévu faire étape ici. Imaginez un peu 5000 bêtes qui se mélangent. Catastrophe, catastrophe. Donc, on rassemble tout ça, et on se met en route. Sauf que, je suis un peu en avance, sauf que nous sommes en plein mois de juin, il est 5 heures de l'après-midi, il fait un temps magnifique, il y a des touristes de partout. Et alors là, je vais revenir à mon texte, comme ça me perturbera moins. Donc, au pas de charge, nous traversons le village, suivis par une foule de touristes bardés d'appareils photo. La circulation automobile est coupée. La transhumance est reine, nous devenons de véritables vedettes. Mais le temps presse, hein. Les brebis partent dans tous les sens, les pelouses, les fleurs, l'Ichiang-Mai, comme on dit chez nous. Tout est bon pour ralentir la marche. La garde-barrière du train d'Épines a flairé le cheminot reconverti en aide-berger. J'aurais bien aimé parler chemin de fer, mais le chemin de laine est prioritaire. Après la traversée du hameau de la Mure, sous les applaudissements, dans la nuit tombante, le défilé se resserre, nous absorbe pour nous libérer au pont de Vaucluse. Voilà, là, nous y sommes. Donc, au pont de Vaucluse se trouve le confluent du Verdon et du torrent au nom évocateur de l'Ivoire. Dans un immense décor montagnard,
La montée dans ce défilé obscur donne une sensation étrange d'isolement au milieu de ces bêtes qui cheminent en confiance. Les discours nocturnes de la nature me laissent sans voix. À l'étape, je monte le parc une dernière fois sans me presser, comme pour mieux savourer ces instants précieux. Le ciel aurait-il convoqué toutes ces étoiles pour nous remercier? Aujourd'hui, alors là, j'avais écrit 20 ans après, 23 ans après, j'ai encore du mal à retenir cette émotion qui m'a envahi au moment où j'ai compris que cette épopée allait se terminer. Ce mercredi 24 juin 1998, le matin glacial nous oblige à redoubler d'ardeur pour en finir au plus vite. Le pénible travail de la baignade du troupeau dans un bain de tigane. Alors là, on est ressorti de là, on était préservé contre la gale. Pas de produit contre la gale aura raison de nos dernières forces. Après 4 heures d'effort, les bêtes sont conduites sur le chemin d'Anote avant le départ pour les différentes montagnes. Ah non, tu n'aimes pas. Pour moi, l'histoire s'arrête là. Quitter ces gens et ces bêtes d'un coup me renvoie à un monde que j'avais complètement oublié. Difficile de traduire ce trouble qui m'envahit, mélange de fraternité, de sérénité et d'amour du travail bien fait que j'ai vécu comme autant de moments de bonheur. Le repas du bout de la route que Michel nous a servi fut à la hauteur de l'événement. Dans un brouhaha où chacun semblait libéré d'un grand fardeau, j'ai compris que ce qui se racontait là n'était déjà plus la même histoire. C'est de cette manière que le vécu se transforme et devient souvenir. Merci de votre attention. Oh, Voilà. Bravo. Ben, bravo. Hein. Allons. On va couper un rond, tout à fait en haut. Regarde, C'est beau. Je finis. Voilà. Voilà. Celle-là, Magnifique. C'est magnifique, c'est joli, les photos. Ouais. cabane de berger. Et il est encore là. Voilà. Et sur mon bureau, j'ai cette transhumance d'argile qui m'accompagne. Particulier à la Provence, par exemple, dans les Pyrénées, ça se passe autrement. Exactement. J'ai d'ailleurs à plusieurs reprises spécifié que ce système de transhumance était particulier à la Provence. Et d'ailleurs, l'ouvrage, je vous ai fait voir la couverture, date de 1480 et déjà la transhumance en Provence était déjà organisée. Oui. C'est particulier. C'est pas la première fois qu'on me parle de la transhumance dans les Pyrénées ou dans d'autres régions de France, mais c'est caractéristique. Vous êtes parti avec combien de chiens au départ? Alors, au départ, il y avait 750 brebis Oui. et il y avait 6 chiens, plus le chien, le border collie, qui, lui, c'est le chien du bail. Donc, lui, quand on embauche le bail, on est obligé d'embaucher son chien. Hein. C'est le couple. Et puis, il n'obéit qu'à son maître. Celui que nous avions a été dressé, éduqué plutôt, ça serait plus sympa, en provençal. Donc, il était inutile de lui parler français. D'ailleurs, une des 2 bergères se moquait de moi, mais là, à l'instant, là, dès que j'arrivais, parce que j'avais été désigné après pour travailler avec le chien. En fait, ça a été le contraire. Hein. C'est le chien qui m'a appris à faire le travail. Et sauf que personne, à part le patron, savait que je parlais le provençal. Donc, j'étais le seul de l'équipe des touristes, entre guillemets. J'étais le seul qui, éventuellement, pouvait le commander
Mais il a commencé à m'obéir que le 5e ou le 6e jour. Hein. Donc, vous voyez, ce sont quand même des personnalités très, très fortes, ces chiens. Pour ça, ils n'ont rien à faire sur le port de Sanary, à aller se promener. Pas de problème avec les loups à cette époque-là, à ce moment-là. Alors, Il n'y avait pas de problème avec le loup. pendant la transhumance, pendant le parcours, il n'y a pas eu de problème. Par contre, à Coms, lorsqu'on a fait enfin pas à Coms, ouais, enfin, on était entre Coms et le camp militaire. Lorsqu'on a fait le regroupement de tous les troupeaux, il y avait une dizaine de bergers qui ont passé la soirée avec nous. Alors ça a été une soirée encore, je ne vous dis pas. Et le seul sujet, ça a été le loup, parce que tous dans leur petit village là, tout le monde avait eu des problèmes d'attaque. Mais ça n'avait pas encore, ça fait 23 ans, hein, ça n'avait pas encore pris les proportions d'aujourd'hui. Mais déjà, bon, c'était leur sujet, leur préoccupation première. Hein. Et ils savaient, bon, l'État n'avait pas encore pris les mesures qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est pas ce qui intéresse les bergers. Les bergers, leur métier, c'est d'élever des brebis et de les vendre. C'est pas de toucher des indemnités sur des brebis qui ont été tuées par le loup. Ouais, c'est quand même une philosophie que tout le monde doit admettre. Voilà. Mais non, sinon, c'était très... Personnellement, sur le plan humain, j'en ai pleuré. Hein. Quand on est parti, je pleurais comme une madeleine. Hein. Et quand je me suis retrouvé 2 jours après sur le cours Lafayette, hein, vous imaginez un peu dans quel état j'étais? Voilà. Je suis retourné chez moi en bus, hein, j'étais en bus. Je suis resté 1 semaine sans sortir. Je ne savais plus où j'étais. Alors, c'était quelquefois. Expérience. Ah oui, l'expérience. Et le patou, alors le rôle du patou exactement. Il est élevé avec des moutons, je crois. Il naît avec les moutons. Il va donc, lui, son rôle, c'est de préserver une attaque éventuelle de chiens en liberté. Et il a la carrure, mais après, les loups sont beaucoup plus intelligents. Hein. Une petite meute va amuser, c'est le cas de le dire, le patou dans un coin, et de l'autre côté, le reste de la meute va passer par-dessus. Alors, les clôtures électriques, tout ça, hein, il n'y a rien qui leur résiste hein, au loup. Alors, quelle est la solution? Il y a les pour, il y a les contre. C'est vrai que ça prend des proportions, le nombre de loups actuellement sur le territoire français. On ne sait pas exactement. Il y en a une zone charnière. Il y en a d'un côté de la frontière et il passe la frontière. Etc. Alors, pas plus loin que dimanche, je suis allé randonner dans la forêt des Maurières, là, au-dessus de Signes, vers Cieux-Blanc. Et le midi, on a pique-niqué dans un vallon que je connais très bien, qui est le vallon idéal pique-niquer. Et quand, au moment de se lever pour partir, qu'est-ce que je vois? Une caméra à 50 cm du sol qui était coincée un peu dans l'écorce de l'arbre et recouvert un peu de végétation. Et en fait, c'était j'appelle ça un piège photographique pour photographier donc le loup et puis tout ce qui passe. Hein. Mais oui, mais c'est qu'on a passé. Une collègue était assise à côté, elle ne l'a pas déclenché puisqu'elle était à côté. Et moi, quand je me suis levé, alors j'ai fait coucou parce que le garde c'est un de mes copains. Et puis le soir, je l'ai appelé pour lui dire bon, excuse-moi, mais c'était pas le loup, c'était Raoul. Pas plus. Voilà. Je voudrais revenir sur un épisode quand même qui concerne le Moyen-Âge, parce que on a parlé tout à l'heure du plateau des Sioux-Blancs, on a parlé de la Chartreuse, et la Chartreuse de Montrieux avait un énorme troupeau jusque-là. 5500 bêtes. Voilà.
et elle le faisait transiter. Alors, le gros problème pour les Chartreux, les Chartreux ont de l'argent, mais pas énormément, c'était d'essayer de se faire payer des péages, c'est-à-dire rendre les péages gratuits, parce qu'à l'époque médiévale, autant en parler tout de suite, à l'époque médiévale, dès qu'on se déplaçait sur une route, quelle qu'elle soit, chaque fois qu'on changeait de seigneurie ou qu'on changeait de secteur donné à une ville, il fallait payer un péage. Le péage, ça vient du latin pédagium, qui signifie mettre un pied. C'est-à-dire que dès qu'on mettait le pied dans une nouvelle structure, quelle qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle soit seigneuriale, etc., il fallait payer. En général, c'était 5 sous. D'où à Bossé, la fontaine de 5 sous, qui était le droit de franchir la rivière en particulier. Hein. Et donc, les Chartreux, de leur côté, faisaient payer l'entrée dans leur domaine en faisant payer, pour ceux qui venaient chercher le bois, par exemple, et autres, 5 sous. Ça, c'était la base. Donc, eux, de leur côté, quand ils faisaient leur transfert de troupeaux entre le sud pour partir vers le nord, il leur fallait des terrains. Alors, d'une part, on leur donnait des terrains, c'est-à-dire pour faire bien, vous savez, les seigneurs, pour avoir le droit à aller au paradis après leur mort, ils avaient 2 manières. Ou ils partaient à la croisade, avec des risques d'être tués, ou alors ils faisaient des dons aux ecclésiastiques, c'est-à-dire à l'évêque, aux Chartreux, aux bénédictins, etc. Les indulgences. Voilà. Non, les indulgences, c'est un peu plus tard. Non, là, c'est des dons, simplement, qu'ils faisaient. Et en général, c'était présenté comme un don, mais c'était payé. C'était assez particulier. Donc, eux, de leur côté, avaient des terres en Haute-Provence. Il fallait amener des troupeaux de Basse-Provence en Haute-Provence et traverser une quantité incroyable de petites ou grandes propriétés et à chaque fois devoir payer le péage. Alors, ce que faisaient en général les Chartreux, c'était d'obtenir des dons de péage. Et le plus grand péage d'obtenir, c'était de recevoir du comte, roi, si vous préférez, parce qu'il était roi de Naples, du comte, l'autorisation de transiter dans tous les terrains comtaux, dans toutes les villes, de façon gratuite. Et ça, c'était une autorisation fantastique. On ne payait rien. Mais tous les autres qui n'avaient pas cette chance-là devaient payer ces taxes. Donc déjà, au départ, il y a les péages. Et donc, quand on regarde les chartes de Saint-Victor de Marseille, quand on regarde celles de la Chartreuse de Laverne, de la Chartreuse de Montrieux, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a presque la moitié du temps la recherche des péages gratuits. D'abord les péages et puis le sel. En général, c'est aussi obtenir des salines et le transport du sel, qui était la gabelle, payé par la gabelle, rappelez-vous. Donc, pour les Chartreux, c'était très important. Il y avait ensuite la traversée des agglomérations. La traversée des agglomérations était canalisée, la draille transhumance, parce que tu as parlé de Caraïbes, mais c'est la draille aussi. Oui. La draille, qui est la voie de communication fondamentale pour les troupeaux, avait une dimension très standardisée, en largeur, très très large, et bordée de murs pour empêcher les bêtes d'aller se répandre dans les vergers avoisinants. Donc, ces drailles de transhumance étaient contrôlées systématiquement et les agglomérations étaient tenues de les entretenir à leurs frais. On connaît comme ça les carrérades ou les carailles, ça porte des noms très divers. Dans tous les documents qui appartenaient aux services communaux, si vous voulez, y compris au XIXe siècle, attention, c'est pas que de médiéval, forcément, il y avait cet entretien des carailles qui faisait que les bergers les empruntaient, et si un troupeau commettait des dégâts, c'était au propriétaire du troupeau de payer. Ça, c'était une chose. Et cet entretien des carailles, revenait très, très cher. Très, très cher pour les communes. Sanary en avait 5, Olioul devait en avoir 7 ou 8, je ne me souviens plus. La Cadière en avait un nombre énorme.
Cet entretien de caraï, c'était quelque chose de très important. Donc le troupeau, qui était fondamental dans la vie quotidienne des gens, en définitive, il fallait prévoir ce changement, cette transhumance, par le biais de chemins particuliers qui permettaient justement de faire passer les troupeaux sur des axes de circulation qui n'étaient pas les axes de circulation ordinaires, pour lesquels il n'y a pas besoin de bordure, pour lesquels on a des maisons et sur les bords, etc. Il fallait donc ces axes qui soient bien surveillés et entretenus. Voilà, donc c'était quelque chose de très très important, la transhumance, elle était bien contrôlée, mais également c'était une grande richesse de l'époque. Il y a tout à l'heure, Henri. Voilà. Ça a été réglementé. Donc, sur cette chronique du patrimoine que vous connaissez, puisque ça fait déjà quelques fois que je fais des conférences pour votre association, donc vous pouvez les retrouver, elles sont toujours disponibles à mon domicile pour le prix modique de 6 €. Alors, j'ai pas de point de vente ni sur Internet, les troupeaux Internet, mais comme on a quand même l'occasion de se voir et de se revoir sûrement, sinon, à mon domicile, vous m'appelez, je vous les envoie pas par la poste parce que ça coûte presque aussi cher aujourd'hui. Ça coûte 3 francs 48, la dernière envoi. J'ai 10 francs, hein, oui, moi je suis encore en France, ça m'arrange pas. Alors, vous avez la transhumance en tout. Vous savez que mon ex-association, les Chemins du patrimoine, on a fonctionné pendant 15 ans, donc à faire du travail de restauration sur le terrain, Charbonnières, enfin, vous connaissez un peu, télégraphe de Chappe. Hein. Vous avez au Jardin des Oliviers chez vous, le fourcade qui a été construit, c'est nous qui l'avons construit en 2000, je sais pas combien, là, 2007. Voilà, donc tout ça a fait l'objet de recherche aussi, hein, pas que du travail sur le terrain, a fait l'objet de recherche. Alors les archives très très parcimonieuses, on peut dire, et donc ça a fait aussi l'objet d'une écriture. Donc en tout aujourd'hui, j'en suis à 25 numéros. Vous voyez que j'ai pas chômé. Il y a aussi là dans celui-là 4 itinéraires de randonnée, mais vraiment historiques. Alors, on est sorti un peu plus tard, mais vous avez Cabasse, par exemple, j'en ai parlé. Il y a Cabasse, Oriol, Saint-Jean-de-Garguier à Gémenos, des sites qui ont une histoire fabuleuse, sur lesquels on a réussi à construire des itinéraires de randonnée. Voilà, après, là, je sais pas ce que c'est. Ah oui, je J'ai pas donné les 25, hein, vous inquiétez pas. Alors là, celui-ci, je l'ai remis à jour et augmenté avec le gros. Les 3 itinéraires de randonnée possibles à Olympe, même si on fait une petite incursion chez vous, mais bon, il n'y a pas de péage, votre père. Donc, mais c'est surtout la partie historique que vous allez rencontrer. Je sais pas.